professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé et auteur de nombreuses publications dans le domaine de la science juridique et dans bien d'autres, notamment du sport. Bonsoir professeur et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Pour commencer, suivons le portrait de la star du jour, l'étoile noire, pour paraphraser le titre d'un de ses ouvrages. C'est un portrait de Mamadou Ndiaye. Il a connu une carrière prestigieuse de football qui l'a conduit dans plusieurs grands clubs européens. Monaco en France, Parme et la Juventus en Italie et le FC Barcelone en Espagne. Avec l'équipe de France, Lilian Thuram a remporté la Coupe du Monde 1998 et le Championnat d'Europe 2000. La même année, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur. Le natif de Guadeloupe a pris sa retraite internationale en 2008. Lilian Thuram est à ce jour le recordman des sélections chez les Bleus avec 142 caps. Engagé, il prend publiquement position sur les sujets liés à l'égalité, à l'immigration et la discrimination. D'ailleurs, il a été membre des hauts conseils à l'intégration. En 2008, il crée la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. Il s'est vu décerner en 2010 par la chancellerie des universités de Paris le prix Seligman contre le racisme pour son ouvrage Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama, présenté à Dakar en 2014. Thuram, âgé aujourd'hui de 42 ans, à nouveau honoré par le Sénégal. L'ancien footballeur vient de recevoir le prix de la Fondation Kéba Mbaye 2014 pour l'éthique, une distinction qui récompense un combat de tous les jours par l'ancien international français. Alors, Lilian Thuram, une étoile noire que le portraitiste a peut-être omise volontairement, c'est la victoire du Sénégal sur la France en 2002. Hein? Écoutez, c'est vrai que ce n'est pas un très très bon souvenir en tant que joueur de foot. Nous sommes sortis de cette Coupe du Monde rapidement. Et les Français ont pu se reporter d'ailleurs sur le Sénégal parce qu'ils ont suivi le parcours du Sénégal. Alors, Lilian, pourquoi vous avez choisi vos activités, des causes humanistes et humanitaires, plutôt que, comme le font souvent d'anciens footballeurs, une reconversion comme entraîneur, comme dirigeant de football? Je dirais que c'est l'histoire d'une vie, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivé dans la région parisienne, j'ai pu constater que j'étais vu comme un noir. Non plus comme Lilian, mais on me renvoyait à ma couleur de peau. Et donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé, parce qu'en fait, on expliquait que cette couleur était négative. Donc, ça voulait dire que les personnes, par exemple, de couleur blanche, c'était positif. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Et tout au long, je dirais, de mon parcours de footballeur, j'ai eu la chance qu'on me demandait parfois d'aller dans les écoles pour parler du racisme. Et donc, je me dis, à la fin de ma carrière, ce serait intéressant de mettre cette notoriété au service du questionnement sur l'égalité des personnes selon leur couleur de peau. Et puis, cet ouvrage que vous avez rédigé, Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama. Un petit résumé, c'est quoi cet ouvrage? En fait, ce livre existe parce que lorsque j'étais joueur de foot, souvent, les jeunes garçons, les jeunes filles me demandaient de signer des autographes et je leur demandais, voilà, dites-moi la première fois que vous avez entendu parler de l'histoire des populations noires. Et très souvent, ils me répondaient l'esclavage. Et donc, je me suis dit, si l'inconscient collectif pense que l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, c'est extrêmement dangereux et ça explique aussi pourquoi on renferme les personnes de couleur noire dans une certaine infériorité. Et donc, pour changer cet imaginaire, j'ai présenté des hommes et des femmes qui expliquent une autre histoire, qui permettent de penser la situation des populations noires différemment. Et je dois avouer que je suis extrêmement fier parce que ça a marché. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont ravies en me disant, voilà, en lisant ce livre, ça m'a permis d'avoir une meilleure confiance en moi-même. Ça m'a permis de me regarder différemment. Ça m'a permis d'avoir une meilleure estime de moi-même. Parce que ce qu'on oublie très souvent dans le racisme, c'est que lorsqu'on vit dans une société qui vous renvoie à une certaine infériorité selon votre couleur de peau, vous avez tendance à l'intégrer. Et vous finissez par ne pas vous aimer. Vous finissez par ne pas aimer la couleur de votre peau,
vous finissez par ne pas aimer la texture de vos cheveux. Et donc je crois que nous avons tout intérêt à questionner notre société pour, encore une fois, que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire que chacun développe cette estime de soi qui est essentielle pour un être humain et pour une communauté et pour un pays. Professeur Abdoulaye Sakho, vous êtes professeur de droit, mais vous avez surtout une passion pour le sport, le football, les questions éthiques. Si vous aviez à dire un mot sur Lilian Thuram pour ajouter un peu à tous ces éléments décrits dans son portrait, vous diriez quoi? D'abord, le féliciter dans un premier temps pour ce prix. Le féliciter parce que tout simplement, tout ce qu'il vient de dire rejoint le nom du parrain de ceux qui l'ont primé aujourd'hui. Et vous venez de le résumer en essayant de le dire en ma personne. La passion, c'est le sport. Le métier, c'est le droit. Pour moi, c'était la justice pour le président Kéba Mbaye. Et un comportement. Et le comportement, il est fondé sur des valeurs éthiques. Ce sont ces trois choses qui se recoupent chez Lilian Thuram, qui font de telle sorte que M. Lilian Thuram et M. Kéba Mbaye, peut-être, s'ils étaient encore là ensemble, ils auraient mené ce même combat. Parce que ce combat, M. Lilian Thuram le mène pour l'éducation contre le racisme, en ne disant pas qu'il faut s'opposer, mais en disant qu'il faut dépasser. Et c'est ce que le président Kéba Mbaye a réussi au niveau de l'apartheid, au niveau du combat contre l'apartheid. Il s'est battu avec les valeurs olympiques contre l'apartheid. Il a réussi avec les mêmes valeurs olympiques à refaire en sorte que l'Afrique du Sud puisse rejoindre le mouvement olympique. Pardonner, dépasser, comme le voulait Mandela. Et c'est ça que je retrouve chez M. Lilian Thuram. Très bien. Elhadji Ibrahima Ndao, président de la Fondation Kéba Mbaye, un mot, cette belle cérémonie que vous avez organisée hier au Grand Théâtre à Dakar pour récompenser Lilian Thuram. Mais quand on regarde un peu le profil de ses prédécesseurs à ce prix Kéba Mbaye pour l'éthique, c'est des hommes d'État, hommes politiques, c'est le président ou l'ancien président ATT du Mali, c'est Robert Badinter. Pourquoi Lilian Thuram, le footballeur ou l'ex-footballeur? Merci beaucoup. Je pense que Lilian Thuram englobe les 4 domaines d'intervention. Les 4 domaines d'intervention de la Fondation Kéba Mbaye, éthique et solidarité. C'est un peu pour rectifier parce qu'on a dit Fondation Kéba Mbaye pour l'éthique. C'est éthique et solidarité. Mais le prix, aussi, il y a une évolution sémantique, c'est le prix Kéba Mbaye de l'éthique et non pas pour l'éthique. Donc c'était pour ça. Donc Lilian Thuram englobe les 4 domaines d'intervention, à savoir le sport et l'éthique, c'est sa carrière passée, et l'éducation et la solidarité, c'est le militant pour l'égalité des races. Et ça, c'est vraiment les 4 piliers de la Fondation Kéba Mbaye. En plus maintenant, par rapport aux hommes politiques, Lilian Thuram a une carrière sportive passée. Donc on ne peut pas remettre en cause le sport et l'éthique dont il a fait preuve, n'est-ce pas, pendant toute cette carrière. En ce qui concerne maintenant son combat contre le racisme, c'est un combat qui est permanent. On ne doute pas un seul instant que Lilian Thuram va militer demain dans une organisation politique qui prône la suprématie d'une race sur une autre. Candidat à une élection présidentielle, Candidat à une élection il le dira. Oh, on a eu des hommes politiques, c'est vrai. Mais c'est là où peut-être que le risque de reniement est le plus grand quand on attribue donc le prix, n'est-ce pas? Mais au moment où on attribue le prix, toutes les conditions sont remplies. Parce que c'est un jury qui, disons, avec des propositions motivées, arrive à sélectionner et à attribuer des points, n'est-ce pas, pour chaque candidat, pour permettre, n'est-ce pas, de faire une sélection rationnelle et juste. Qui ne peut pas être lauréat du prix Kéba Mbaye de l'éthique? On peut dire plutôt qui peut être lauréat du prix. C'est-à-dire toute personne. Il y a aussi l'autre versant. Celui qui peut être ou celle qui peut être et celui ou celle qui ne peut pas l'être. Comme c'est un problème de comportement individuel, c'est donc l'évolution de ce comportement qui peut faire que quelqu'un peut prétendre ou ne pas être éligible,
n'est-ce pas, à ce prix-là. Nous pensons réellement que c'est à la portée vraiment de tout être humain. Quand est-ce que votre curseur va se déplacer sur les femmes? Vous savez, il y a eu des femmes qui ont failli remporter le prix. Ah, elles n'ont pas À chaque remporté. fois, donc, il y a eu donc, sélection, n'est-ce pas? Je ne peux pas trahir disons, de nom parce que le jury délibère dans le plus grand secret, mais à chaque fois, pratiquement au niveau de la corde, on a vu donc, arriver et une femme et un homme. Bon, il se peut que cette fois-ci, c'est un homme qui a remporté, mais de toute façon, le problème genre, vraiment, n'a jamais été, disons, un problème, un obstacle pour l'attribution du prix Kéba Mbaye de l'éthique. Très bien. On reviendra tout à l'heure au public. Liliane Thuram, pourquoi la centralité de l'homme noir, de la femme noire, mais aussi la centralité de l'Afrique dans votre combat, dans votre discours? Mais moi, je dirais encore une fois que la centralité de mon discours, c'est l'être humain. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque je parle de la hiérarchie selon la couleur de la peau, c'est pour rappeler qu'on peut hiérarchiser parce qu'on oublie que l'autre est un être humain. Lorsqu'on hiérarchise entre les hommes et les femmes, c'est qu'on oublie que l'autre est un être humain. Mais ces hiérarchies sont dues à nos cultures. Donc nous devons nous questionner. Chacun de nous, nous portons en nous l'histoire du monde. Nous portons en nous ces hiérarchies qui fait que certaines fois, nous sommes dans une position de supériorité. Et lorsque vous êtes dans une certaine supériorité, vous avez tendance à refuser l'égalité. Et donc, le discours, c'est n'oubliez jamais que peu importe la couleur de quelqu'un, l'autre est un être humain. Tout au long de l'histoire, lorsqu'on voit l'histoire récente de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, c'est expliquer qu'il y aurait des humanités supérieures à d'autres. Refuser que l'autre soit humain. Et je pense que nous devons justement développer un discours humaniste en disant attention, il n'y a pas des eux et des nous, il y a des êtres humains. Et nous devons défendre l'être humain. Nous devons avoir une vision de l'histoire où nous plaçons l'être humain au centre de tout. Non une histoire de noir ou une histoire de blanc. Justement, l'histoire. Nicolas Sarkozy est venu à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, pour dire l'Afrique ou l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Tout à l'heure, vous dites à l'endroit de tous les hommes noirs et toutes les femmes noires, aimez la couleur de votre peau, aimez la couleur de vos cheveux, excusez-moi, mais on peut même remonter à plus loin. L'époque des Césaires, la négritude, Wole Soyinka qui dit le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude. Pourquoi cette recherche presque sans fin de l'homme noir à se retrouver à être lui-même et à être fier de lui? Mais parce qu'il y a une histoire, tout simplement, une histoire où est-ce qu'on a dévalorisé les gens. Vous savez, pour contrôler quelqu'un, c'est très important de lui dire que par nature, il est inférieur. Et à force de le répéter, on finit par le croire. Et effectivement, lorsque moi je traverse, par exemple, le continent africain, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. C'est les personnes qui s'achètent de la crème pour s'éclaircir la peau parce qu'ils pensent qu'être clair, c'est mieux. Ce qu'on appelle le khessal ici, dépigmentation. Okay. Oui, voilà. Mais vous savez, ça a une histoire. Et c'est ça. Et je crois qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Il faut dire aux gens, OK, vous avez cette façon de faire parce que vous avez une mauvaise estime de vous-même. Et vous avez une mauvaise estime de votre propre famille, de votre maman, de votre papa, de vos amis. Parce que si vous pensez que la couleur noire est inférieure, ça veut dire que vous vous sentez inférieur. Mais encore une fois, ces personnes le font parce qu'il y a toute une histoire derrière. C'est-à-dire qu'on a emmené des gens, par exemple, à ne pas respecter leur propre langue, qui font des hiérarchies entre les langues. Ils vont vous expliquer que le Wolof, c'est moins bien que le français. Mais moi, je comprends tout cela parce que je suis issu d'une société qui s'est construite sur l'esclavage, sur le reniement de soi-même. C'est-à-dire que les esclaves, la première des choses pour les contrôler, c'est leur dire « vous êtes inférieur par nature ». Et si on répète ça pendant des siècles, les gens finissent par le concevoir. Donc, je pense que c'est important de discuter de ça très tôt et dire aux enfants, voilà, ne jugez pas les gens sur leur couleur de peau, soyez fiers de ce que vous êtes,
Parce que lorsque vous êtes fier de ce que vous êtes, c'est la meilleure façon de donner le meilleur de vous-même. Et je pense que la première des choses, effectivement, c'est discuter de ça. Très bien. Alors, professeur Boulaye Sakho, peut-être vous étiez à l'UK2, l'amphithéâtre UK2, quand Nicolas Sarkozy prononçait son fameux discours de Dakar. Mais ma question, c'est que pourquoi l'homme noir, l'Africain, l'Antillais, a du mal à assumer tout simplement son état, sa condition d'être humain? Je crois qu'il vient de le dire, c'est l'histoire. Quand pendant des siècles, on vous fait croire que vous êtes inférieur, vous finissez par croire que vous êtes effectivement inférieur. Et cela, ce n'est rien d'autre que le poids de l'histoire. Aujourd'hui, on est en train de réagir. On réagit par le biais de la lutte contre le racisme, par le biais de la culture. Mais il y en a qui ont réagi peut-être même un peu avant, par le biais de l'économie, la lutte contre le néocolonialisme, la lutte pour les indépendances de l'Afrique. Il y en a qui réagissent par le biais du politique, il y en a qui réagissent par le biais de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont dans leur activité. Mais est-ce que le problème n'est pas au niveau même de l'Africain, toujours cette référence passéiste? Est-ce qu'il ne faut pas donner en exemple toutes ces sommités mondiales au plan politique, au plan culturel, au plan du savoir, que de passer notre temps à dire, ben voilà, on nous a colonisés, il y a eu la traite négrière? Est-ce qu'il ne faut pas dépasser? Je suis entièrement cette d'accord avec vous. Et nous sommes en train de dépasser. Lui est la preuve vivante que nous sommes en train de dépasser cela aujourd'hui. On est en train de faire autre chose. Même dans les relations, je dis bien économiques, entre, comme il disait, Nord et Sud, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La perception même qu'on a du continent africain est en train de beaucoup changer. Il y a quelques années, on parlait d'afropessimisme. Aujourd'hui, on se dit, c'est peut-être le futur, c'est l'Afrique. Peut-être, je dis bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a peut-être une autre vision à faire. Il y a un autre imaginaire à poser pour que l'on puisse être positif un peu plus par rapport à ce qui s'est fait pendant des siècles et pendant des années et qui nous avait confinés dans ce pessimisme ambiant. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est la preuve vivante que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de réagir. Mais nous ne réagissons pas en opposition de race. Nous réagissons en termes de dépassement. Et c'est là où la leçon de Mandela elle est importante également. Justement, et peut-être celle d'Obama et bien d'autres, mais une question plus personnelle. Est-ce que vous traînez un complexe quand vous faites face à des sommités intellectuelles comme vous, qui sont d'une autre couleur? Je suis désolé, non. Personnellement, non. Personnellement, non. Je suis avec des gens dont certains ont fait leurs études en France. J'ai fait toutes mes études en Europe. J'étais premier dans des classes. Très bien. Premier, je dis bien. Je suis rentré ici. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans nos sociétés. Il y a peut-être une pression ambiante qui est là. Il y a une idéologie dominante. Il y a une pensée dominante qui fait de telle sorte qu'on a peut-être, parmi les décideurs, plus confiance à celui qui vient de l'extérieur et peut-être même à la couleur de la peau qu'à celui qui est issu d'ici. On a plus confiance, comme il dit, à celui qui parle français qu'à celui qui ne parle pas français. On a plus confiance à celui qui a des diplômes que par rapport à celui qui n'a pas de diplôme. C'est toute une culture, c'est toute une manière d'être, une manière de faire et de penser qui est là, contre laquelle il faut qu'on s'élève aujourd'hui. Et ils ont commencé, d'autres ont commencé peut-être même avant lui. Très bien. Voilà. Alors, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, mais je veux surtout dire de l'éthique. Et on va suivre cette synthèse de la leçon inaugurale du président Kéba Mbaye, c'était le 14 décembre 2005 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et c'est une synthèse d'Aïssatou Paye Fall. De nos jours, l'éthique est toujours présente avec un nouveau contenu. Malheureusement, ce contenu est davantage ignoré que respecté. 3. L'éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car, accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. C'est en ces termes que le juge Kéba Mbaye se prononçait sur l'éthique lors d'une leçon inaugurale à l'université Cheikh Anta Diop le 14 décembre 2005. Homme d'éthique, mais également essayiste, il est l'auteur d'ouvrages tels que Les droits de l'homme en Afrique ou le Comité international olympique et l'Afrique du Sud. Kéba Mbaye a fait ses premiers pas à l'école normale William Ponty de Sébikotane et exerce quelque temps comme instituteur. Il poursuit aussi ses études, d'abord à la faculté de droit de Dakar, puis à Paris, à l'École nationale de la France d'Outre-mer, dans la section magistrature.
Succédant à Isaac Foster en 1963, il est président de la Cour suprême du Sénégal pendant 17 ans, également président du Conseil constitutionnel du Sénégal de 1990 à 1993. Il eut comme prédécesseur Youssou Ndiaye. Il fut aussi vice-président de la Cour internationale de justice de La Haye de 1983 à 1991. Il fut aussi l'un des 5 membres du groupe d'experts internationaux chargé d'enquêter en 1992 sur les crimes commis en Yougoslavie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce passionné de tennis et de golf a été membre du Comité international olympique de 1973 à 2002. Également vice-président du CIO de 1988 à 1992 et de 1998 à 2002. Membre de la commission exécutive de 1984 à 1988, il met sur pied en 1983 un tribunal arbitral du sport à la demande de Juan Antonio Samaranch, dont il reste président jusqu'à sa mort. Il s'est aussi impliqué fortement dans la commission apartheid et olympisme, permettant le retour de l'Afrique du Sud dans le mouvement olympique. Il était au moment de son décès président du tribunal arbitral du sport en 1983 et président de la commission d'éthique du CIO depuis 1999. Kéba Mbaye meurt à 82 ans le 11 janvier 2007 à Dakar, laissant beaucoup d'orphelins. Lilian Thuram, pour revenir à vous, peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur la déclaration entre guillemets de Kéba Mbaye par opposition à la déclaration d'un certain Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, pour ce qui concerne les déclarations de M. Sarkozy, ce qui est intéressant à observer, c'est la réaction des gens qui ont écouté ce discours. Je pense que c'est ça qui est important. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui en face de vous qui a des préjugés racistes, c'est ça son problème. C'est lui qui a un problème, c'est pas vous. Mais là, je pense qu'à ce moment-là, peut-être que les gens auraient dû se lever et partir pour signifier que le manque de respect, c'est terminé. Je pense que c'est ça qui est très important à savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut répéter sans cesse, notamment aux plus jeunes, qu'eux n'ont pas de problème, mais les racistes, oui. Et donc, eux ne doivent pas être blessés dans leur estime d'eux-mêmes. François Hollande est quand même venu à Dakar pour rectifier le fameux discours de Dakar. Ah ben vous voyez que justement que les choses changent. C'est ça qui est très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas dans la victimisation. Comprendre le mécanisme, comprendre l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on est dans une victimisation. Parce qu'on ne peut pas changer une situation sans la comprendre. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, on retourne au public, le micro. Oui, et là, Ibrahima Ndaw, et puis on va passer le micro aux autres. Je voulais juste introduire le professeur Oumar Dioum à ma gauche, pour répondre un petit peu aux préoccupations qui ont été soulevées tout à l'heure. Parce que le professeur Oumar Dioum était un expert, enfin c'était d'abord un prof de mathématiques, expert en recherche opérationnelle, et qui à Montréal a initié en 2003 justement le mois de l'histoire des Noirs. J'ai reçu le prix. Il a reçu le prix. Donc, je vais lui laisser la parole. Voilà. Parce que le mois de l'histoire des Noirs a été initié par un Américain qui s'appelle le docteur Carter Woodson, qui en 1915, donc il y a 100 ans, a créé à Chicago The Journal of Negro History, qui est devenu plus tard, en 1976, The Journal of African American History. C'est ça qui est devenu par la suite, c'était une semaine de l'histoire des Noirs. Après, en 1976, c'est devenu le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et au Canada, ça a été introduit en 1992, n'est-ce pas, à Montréal. Et en 1995, à l'échelle du Canada, par l'honorable Jean Augustine, qui était la secrétaire du Premier ministre Jean Chrétien, parce que j'ai vécu 21 ans à Montréal. Et c'est dans ce cadre-là que pour les travaux, n'est-ce pas, du combat antiraciste que mes camarades et moi, nous avons mené, le professeur Aziz Salmon Fall, le professeur Kalambay, le professeur Aziz Salmon Fall enseigne encore à McGill, il est suffisamment connu, il est encore là, et moi-même, nous avons pour la première fois, et je vais l'offrir à M. Thuram, que j'admire beaucoup comme footballeur, je reparlerai du football après, en 1994, lors des Journées Fierté d'Afrique, à l'Université de Montréal, voici le premier livre montrant tous les inventeurs, tous les héros, sur le plan militaire, idéologique, politique, philosophique, dont William Anthony Amo,
le 760e bataillon de la 3e armée de Patton, dont personne ne sait que c'est ce bataillon qui a libéré les Juifs des camps de Dachau et Buchenwald. Un film, The Liberators, de William Miles, qui est noir, et Nina Rosenbaum, qui est donc juive. Donc ça, c'est le premier livre, à partir donc d'images donc, de notre poche que nous avons achetées dans des librairies ethniques, parce qu'à l'époque, Internet, qui n'était déjà pas suffisamment répandu, n'avait pas toutes ces images-là. C'était en 1994. Avant ça, donc sur le plan nord-américain, il y avait The Black Books, n'est-ce pas, pour les enfants, ici, Black Inventors. Et bien avant ça, il y avait des livres de Langston Hughes, n'est-ce pas, l'ami de Senghor, A Pictorial History of Black. Donc, il y a après, en 1998, Paul Femu Brown, qui est un Canadien noir de Nouvelle-Écosse. J'offrirai à M. Thuram ce livre-là, dont le premier ancêtre est arrivé en 1636, donc en Nouvelle-Écosse. Et moi-même, nous avons publié ce livre-là, dans lequel vous voyez ici l'étoile noire qui a le plus irradié l'histoire des Noirs au XXe siècle, à savoir Cheikh Anta Diop. Parce qu'en 1966, lors du Festival mondial des arts nègres, ici, moi j'avais 19 ans, j'étais en terminale, le festival lui a décerné, ainsi qu'à William Du Bois, le titre et la distinction des deux intellectuels noirs qui ont le plus marqué la lutte des Noirs au XXe siècle. Très bien. Bien. Et ensuite, le dernier, Lumière noire de l'humanité, que j'ai publié moi-même tout seul, donc en 2010, dans lequel il y a des footballeurs. Et j'aimerais rapidement parler des footballeurs. Très rapidement, parce qu'il faut passer la parole. Parce que l'étoile noire, la principale, la plus importante, de mon point de vue en tout cas, et dans la lutte antiraciste, c'est Cheikh Anta. Il se serait levé d'ailleurs, et je suis parfaitement d'accord, et je me serais levé moi, et Elhadji Ibrahima Ndao, tel que je l'ai connu, avec son comportement éthique en 1982, se serait levé devant Sarkozy pour partir de la salle. Donc pour les footballeurs, il y en a qui ont fait preuve d'éthique. Le premier, M. Thuram, et il faudrait aller le voir, c'est Pelé, Edson Arantes de Nascimento. Quand il était ministre des Sports au Brésil, de 1994 à 1998, il y a ce qu'on appelle la loi Pelé, qui a libéré les footballeurs professionnels brésiliens de l'esclavage des contrats dans lesquels ils étaient. Le deuxième, c'est Mario Esteves Coluna, que j'ai rencontré ici au Mozambique en 2007 comme expert des télécommunications, qui a rejoint le Frélimo en 1975. Alors qu'il aurait pu faire comme Eusebio et rester au Portugal. Très bien, M. Dioum, vous aurez après la parole, on passe la parole à deux autres sommités universitaires, professeur Abdou Salam Sall, qui a été recteur de l'UCAD, et puis Bouba Diop aussi, professeur à l'UCAD. Oui, Abdou Salam Sall. Oui, je voudrais vous remercier, féliciter le lauréat, dire que nous avions nous-mêmes reçu Nicolas Sarkozy, j'étais le recteur de l'université. Ah, un témoin vivant. Heureusement que les gens ne sont pas partis, parce que l'université de Dakar, faudrait-il le rappeler, a été créée par la France en 1957. Quand 50 ans après, célébrant ses 50 ans, l'université a la chance de recevoir le président de la France. On ne recevait pas Sarkozy, on recevait le président de la France. Si le président de la science, pour seul discours, avait comme réflexion qu'on n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, pour un pays des Lumières, je crois que c'est là qu'il faut mesurer l'écart. Et comme le dit Thuram, nous autres, Noirs, Africains ou Africains de la diaspora, on ne doit pas agir par réaction. On doit développer un nouvel humanisme. Humanisme qui se fonde sur l'humain seulement. Mais, et c'est là où sa démarche elle est intéressante, et c'est là où la fondation et son jury ont eu un génie. C'est qu'aujourd'hui, le sport catalyse beaucoup de choses de par le monde. Et derrière, avoir un sportif intellectuel qui montre que c'est l'intellect qui est le plus important. Je rappelle que la plupart des Noirs américains super sportifs, superstars, sont morts presque pauvres.
Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'éducation derrière. Et montrer cette image-là au monde entier, à nos jeunes, le montrer comme modèle, moi, c'est ce que je retiens de Thuram, parce que vous l'avez dit vous-même dans vos propos liminaires, qu'il est rare de voir un sportif de haut niveau ne pas être consultant, ne pas être entraîneur, mais s'occuper de l'intellect et le développement de l'intellect. Je voudrais très rapidement dire que, et c'est là où c'est intéressant, peut-être qu'on aura sa réaction, vous avez parlé de négritude et vous avez parlé aussi de tigritude, etc. Un Japonais m'a dit, il n'y a pas de négritude. Il n'y a pas quelque chose de spécifique lié à la couleur. Tout dépend de la culture, de l'environnement culturel. Senghor et Césaire vont se lever, hein, et autres, Léon Gontran Damas. Ils peuvent se lever, mais c'est la réalité. Mais lui, en tant qu'originaire de la Guadeloupe, qui est célébré par l'Afrique, comment est-ce qu'il perçoit cela du point de vue émotif, du point de vue, etc. C'est ça qui est important. Et je crois que nous autres, si nous voulons bâtir un nouvel humanisme, il faut qu'on bâtisse cet humanisme sur l'être, sur la connaissance, et il l'a exactement dit. C'est très simple. Si vous voulez que les enfants réussissent, faites en sorte qu'ils croient en eux-mêmes et ils transformeront le monde. Oui, professeur Bouba Diop. Merci, Mamoudou Ibra. Je voudrais d'abord vous féliciter la TFM et commencer par féliciter mon collègue et ami le professeur Abdoulaye Sakho, parce que si je suis là, c'est non seulement en tant que professeur d'histoire ancienne à l'université de Dakar, mais aussi en tant que collègue qui a souvent écrit sur les questions liées au sport, et il m'a fait l'honneur de présider un certain nombre de jurys sur le sport. Donc je voudrais remercier Abdoulaye. Je félicite aussi la fondation. Je connais beaucoup de fondations au Sénégal et dans le monde, et je crois qu'il faut féliciter la fondation et s'inspirer également de son expérience. J'ai vu que la fondation Mandela est en train de travailler également sur l'héritage africain. J'ai eu à produire un texte sur la question du Sénégal et l'histoire du Sénégal, pourquoi on explique cela. Donc les fondations, c'est très utile pour permettre d'avancer dans la réflexion. Et je termine maintenant par notre invité. Je voudrais vraiment le féliciter pour le travail remarquable et dire qu'il y a une question très importante. Pourquoi lui et non pas les autres? Oumar a commencé à évoquer un certain nombre de figures. Je crois que pour reprendre que le cas du football, en France, il y a eu dans l'histoire des Noirs qui ont marqué. Ben Barek, lui, il sait très bien que quand on était marocain, qui a marqué le football, il y a eu même des Sénégalais Raoul Diagne. Mais pourquoi lui? Je crois que le rôle de l'individu dans l'histoire, c'est important. Parce qu'il est arrivé à un moment où il capitalise un certain nombre de faits et il a réussi à traduire un discours qui a fait mouche. Et je crois que son exemple sur le terrain également, cette fameuse Coupe du Monde et le rôle qu'il a joué, c'est important que les jeunes puissent s'inspirer de ce courage et de cette exemplarité. Donc je crois que ça, c'est tout à fait remarquable. J'ai lu également avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage. Je crois que c'est un ouvrage qu'il faut diffuser largement. Et je taquinais tout à l'heure Abdoulaye en disant que mon exemplaire, un collègue doit me... Alors, maintenant, je me prononce sur la question que vous avez soulevée, la question de Sarkozy. Je ne vais pas développer puisque j'ai fait partie de ceux qui ont apporté une contribution pour éclairer ce qui s'est passé à Dakar. Moi, j'avais appelé mon texte le patchwork de Sarkozy, comment le comprendre. Je ne reviens pas sur le détail, puisque les amis qui sont intéressés peuvent lire cela. Ça a été un scandale, c'est vrai, ce qu'il a dit, mais c'est lui-même qui a un problème. Je suis d'accord avec vous. Moi, en France, il y a quelques années, M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. J'avais été choqué. Avec des amis, je voulais lancer une pétition pour que le siège de l'UNESCO quitte Paris, mais je me suis dit que ce n'est pas la peine, que ça va créer assez de complications. Quand il a osé dire, et ce que je dis, vous pouvez vérifier les archives, il a dit à un moment qu'un jeune Congolais, pour lui donner ses papiers à Paris, il faut qu'on prouve qu'il ne parle plus lingala, sa langue d'origine. J'étais scandalisé. J'étais surpris. Je me demandais comment un intellectuel ou bien quelqu'un, une personnalité politique peut dire, excusez-moi le terme, des sottises pareilles.
Donc le discours qu'il a fait ici à Dakar... Et qui pourrait revenir au pouvoir en France. Oui, et c'était triste. Dans l'absolu, en tout moi, cas. j'avais honte, j'étais gêné de voir que la France puisse avoir un président pareil. C'était ça le problème. Mais maintenant, on peut voir comment l'Italie a eu Berlusconi, comment les États-Unis ont au moment Bush. Ça, c'est des problèmes que nous avons dans le monde. Mais à Bush, on a jeté une chaussure. Bien sûr. Je pense lors d'une visite en Irak. Voilà, est-ce que ce scénario-là, bon, recteur, ça aurait pu se passer à l'UCAD 2? Ça aurait été possible. Il y a des collègues qui sont sortis de toutes les façons. Je ne reviens pas sur les détails. Il y en a qui sont sortis. Mais nous-mêmes, Sénégalais, on doit se poser des questions. Parce que ce n'était pas à l'UCAD qu'il devait partir. Dans mon texte, je montre que c'était un contexte très particulier. C'était des problèmes sénégalo-sénégalais. Et on les a mal gérés. L'actuel président était en ce moment celui qui devait recevoir Sarkozy à l'Assemblée nationale. Ben, il y a eu des dessous. Je ne reviens pas sur ces détails, c'est malheureux. Il était encore Premier ministre. Non, ou Premier ministre. Premier ministre, oui. Il était Premier ministre. Mais donc, ne revenons pas sur ce problème qui est très grave. Moi, je voudrais terminer sur votre question. Le problème n'est pas si simple. Pourquoi le noir se sent mal à l'aise? Je suis à l'aise, je n'ai pas de problème. Ma femme est blanche, elle parle très bien Wolof, elle est née ici au Sénégal. Je n'ai pas ce type de problème. Mais je voudrais éclairer une chose. J'ai beaucoup travaillé sur les mythes sur l'Afrique. J'ai fait égyptien ancien, j'ai fait grec, j'ai fait latin. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple, Mamadou Ibra. Pourquoi? Mais les Sénégalais, les Africains aujourd'hui, ils sont musulmans, ils sont chrétiens, et dans ces traditions, depuis la Bible, les textes grecs, les traditions donc laïques, il y a des problèmes sur les rapports entre les races. Et pour clarifier le problème, il a raison, il faut remonter très loin. Je signale que Cheikh Anta a précisé que l'abrutissement, excusez le terme, du noir a commencé au 7e siècle avant. Je ne suis pas toujours entièrement d'accord avec Cheikh Anta, mais c'est les textes musulmans, les textes chrétiens, les textes juifs, il y a un certain nombre de préjugés. Et il faut avoir le courage de lire ces textes, de montrer la relativité et de dire que les Égyptiens ont pensé au peuple du Proche-Orient, ils ont dit autre chose. Quelqu'un qui ne le sait pas, mais ma foi, il ne va pas s'en sortir facilement. Un de vos collègues, Oumar Sankaré, a dit quelque chose, il a failli être lynché. Mais non, mais là c'est pas Oumar Sankaré, ça c'est Bouba Diop. Il dit que dans les textes musulmans, dans les textes chrétiens, il y a un certain nombre de préjugés qu'il faut évacuer. Merci Bouba Diop. On va créer quand même une interactivité avec Lilian Thuram. On reviendra à vous tout à l'heure, Abdou Salam Sall. Une question qui va vous gêner. Pourquoi vous? Et question subsidiaire, est-ce que le regard des Français de France a commencé à changer à partir de 1998, quand la France a été sacrée championne du monde, sacre de la fameuse équipe bleue, Black, Blanc, Beurre? Est-ce que le regard a changé sur vous, par exemple, joueur noir de la France? Non, mais de toute façon, vous savez, le regard change petit à petit. Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez d'Aimé Césaire, de Senghor, sur la négritude. C'est-à-dire que nous sommes les enfants de cette histoire. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, si nous sommes aujourd'hui dans ce cheminement intellectuel, c'est grâce à ces personnes-là. Et donc, la population française évolue aussi parce que nous changeons de période. La victoire de 98, effectivement, a été bénéfique parce que l'équipe de France a apporté de la joie, a apporté beaucoup d'émotions et a apporté aussi des questionnements nouveaux. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons peut-être réfléchir à la société dans laquelle nous vivons? Est-ce que les problématiques liées au racisme ne devraient pas être dépassées pour essayer de construire une victoire possible tous ensemble? Mais justement, quel héritage faudrait-il assumer? L'actif et le passif à la fois, ou seulement une partie de l'héritage? Non, je crois que si nous devons assumer un héritage, c'est tout ce qui va avec, ce qui est positif ou négatif. Parce qu'encore une fois, nous sommes le fruit de cette histoire. Donc il faut comprendre cette histoire. Il faut comprendre justement que ces hiérarchies, par exemple, entre les personnes de couleur de peau, est une hiérarchie qui est très très proche de nous. C'est-à-dire que la colonisation est basée sur quoi? Est basée sur une hiérarchie, et c'était inscrit dans les lois. L'esclavage, je dis souvent, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement lointain. Mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc c'est tout à fait compréhensible que de génération en génération, culturellement, il y a des choses qui restent. Et donc je pense que discuter de tout cela,
c'est pour comprendre que l'égalité est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et comme c'est extrêmement nouveau, il faut le conforter, le protéger. Lilian Thuram, une question qui va toucher votre conscient ou subconscient, c'est selon. Est-ce que quand vous étiez sur le terrain, footballeur, jouant pour la France, à chaque coup de pied, coup de tête ou réception à la poitrine ou tacle, vous pensiez toujours à votre état d'homme noir? Vous pensiez toujours devoir prouver quelque chose, que vous étiez un bon joueur? Heureusement que non, parce que si vous êtes dans cette problématique, vous n'en sortez pas. C'est-à-dire, encore une fois, vous êtes noir dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'être noir, c'est l'autre qui vous dit que vous êtes noir. Être blanc, c'est vous qui dites à l'autre qu'il est blanc. Et donc, si vous voulez, moi, ça fait très longtemps, j'ai compris que le plus important, c'était l'être humain. Je ne juge pas les gens à travers la couleur de peau et je ne me juge pas à travers ma couleur de peau. Mais par contre, je sais que les couleurs, ce n'est pas anodin. Être homme ou femme, ce n'est pas anodin. Il y a une histoire. Donc, vous pouvez prendre les choses avec distance et les analyser. Moi, ce que je dis, c'est faire comme si, en fait, les couleurs n'étaient pas chargées historiquement. C'est ça la naïveté. Et je crois qu'il y a une éducation à faire et dire aux enfants, voilà, il y a eu ces histoires-là, nous devons nous en sortir et les dépasser. Et pour les dépasser, il faut les expliquer. Oui. Lilian Thuram, candidat à une élection présidentielle, une vue de l'esprit ou vous y pensez en vous rasant? Non, non. Tout d'abord, je ne me rase pas souvent. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le travail que nous faisons au sein de la Fondation, c'est faire des rencontres avec d'autres fondations comme la Fondation Kemombaï pour essayer de questionner la société tous ensemble. Et je crois que plus nous serons à questionner la société dans le sens de prôner cette égalité, de sortir de ces prisons identitaires liées à la couleur de peau, plus nous aurons nos chances d'avancer. Parce qu'encore une fois, l'histoire retient toujours des Aimé Césaire, des Martin Luther King, des Gandhi, des Nelson Mandela. Mais ils oublient qu'en fait que ces gens sont possibles parce qu'il y a des millions de personnes inconnues. Mais peut-être pas assez, par exemple, d'hommes noirs, d'êtres noirs qui ont joué un rôle dans l'aviation, dans la conquête de l'espace. Est-ce que, parce que toutes ces personnalités dont vous parliez ont quand même un dénominateur commun d'être des littéraires, des poètes. Non, je crois que ce qu'il faut retenir de ces personnes, c'est qu'ils ont une farouche envie de mettre en place l'égalité. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et l'égalité, pas simplement pour les personnes de couleur noire, c'est l'égalité entre les hommes. Parce que très souvent, on enferme les gens en disant « ouais, ils ont lutté pour l'égalité des Noirs ». Non, ils ont lutté pour que l'humain soit, je dirais, plus humain. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, professeur Sakho, on va quand même insister sur la dimension éthique de notre émission. Dans le domaine du sport, justement, c'est à la fois des comportements qui manquent d'éthique et des comportements éthiques. C'est la présence de la corruption, c'est la présence du dopage, c'est la présence de la fraude sur l'âge que nous connaissons bien, nous Sénégalais, disons-nous la vérité. Alors, est-ce que lui est un modèle, Thuram? Oui, je crois que c'est un modèle. Parce que je suis le football depuis très longtemps. Je n'ai jamais eu vent de quelque chose relatif à M. Thuram concernant ses comportements anormaux dans le sport. Je n'ai pas eu vent. Sur le terrain comme en dehors? En dehors du terrain. En dehors, parfois, c'est pas évident. Hein? Peut-être. Je ne le connais pas, je ne suis pas assez intime avec lui. Nous, on ne regarde que les tabloïds, ce que les journaux y mettent. Oui. Bon, mais par contre, ce que toute cette discussion m'inspire, M. Khan, je crois qu'il y a quelque chose qui nous interpelle tous, au-delà de la discussion sur la culture, c'est le statut du sport aujourd'hui. Il est important. Et tout à l'heure, vous-même, vous avez dit, écoutez, toutes ces personnalités dont on parle du monde noir, ils n'ont pas marqué l'aviation, ils n'ont pas marqué. C'est-à-dire ce qu'on estime, de par la perception que l'on a du développement ailleurs, ce que l'on estime être important. C'est les mathématiques, c'est l'aviation, ce sont les technologies. On a une autre manière de faire, une autre manière de vivre. Pourquoi cette manière de faire et de vivre devrait être inférieure
par rapport à ce qu'eux, ils estiment être fondamental et important. C'est cela que ça m'inspire. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, Didier Drogba, ils contribuent à faire du chiffre en Europe. Est-ce que ça retourne en Afrique? Je ne suis pas sûr. C'est cela aujourd'hui qu'il faut... Et après, ils deviennent des produits périmés. Absolument. Et c'est ça qu'il faut questionner pour voir comment, aujourd'hui, en Afrique, on peut, nous, avoir la possibilité d'organiser ces spectacles et de faire en sorte que ça puisse bénéficier aux économies africaines. C'est cela, aujourd'hui, que ça interpelle. Et je crois que le travail qu'ils sont en train de faire, le travail qu'est en train de faire la Fondation autour de la question sportive mériterait que nos gouvernants aient un peu plus d'égard vis-à-vis du sport. Mais peut-être aussi, justement, parce que tout dépend du regard qu'on pose sur le footballeur. Si on pose sur lui juste ses belles bagnoles, ses échappées peut-être solitaires nocturnes, en occultant peut-être sa dimension d'homme tout court, capable de participer au développement de son pays, c'est là que se trouve le problème. Vous avez parlé d'Eto'o, mais on peut donner un contre-exemple qui constitue peut-être un exemple. C'est un Georges Weah qui est revenu dans son Libéria natal et qui s'est même présenté à une élection présidentielle. Absolument. Et ce n'est pas notre regard qui pose problème. Oui, notre regard, parce que c'est ce regard qu'on nous donne. On en fait des stars. Ces garçons qui ont 20 ans, 21 ans, ils sont riches par rapport à la manière de vivre en Afrique. Et vous ne pouvez pas leur demander d'avoir un comportement à la Malcolm X. Ce n'est pas possible. Parce que certainement, du point de vue culturel, eux-mêmes n'ont pas ce niveau-là. Ils n'ont pas été à l'école. Leur famille ne leur a pas donné l'éducation qui pouvait permettre qu'ils puissent comprendre certaines choses. Alors, à ces jeunes, vous leur dites, il faut vous lever le matin à 6 h et aller à la mosquée. Ils ne le feront pas. Ils ont beaucoup d'argent, ils ne feront pas cela. Ils vont avoir un autre comportement. Et c'est cela que vous, généralement, notamment la presse, vous relatez. Et c'est ce que voient les autres également. Ils se disent, il est riche, il passe son temps dans les boîtes de nuit, il est entouré de belles filles, il a les bagnoles, il a tout ce qu'il faut. Moi aussi, je rêve d'avoir cela. Si on faisait l'éducation autrement, peut-être que ça changerait. Je dis bien si. Je ne sais pas comment il faut faire. Peut-être que par le travail de tout ce que ces gens-là font, ça peut aider. On vous redonne la parole, cher public, mais il y a ceux qui sont derrière ou celles qui sont derrière, bon, on peut leur passer le micro aussi, non? Oui. Oui. Je voudrais relever deux choses simplement. Vous avez dit des choses importantes. Est-ce que nous nous sentons à l'aise dans les forats de scientifiques? Jusqu'à présent, les Noirs sont des minorités dans ces rencontres. Donc il faut qu'on fasse, on n'a aucun complexe, mais il faut qu'on fasse en sorte qu'on ait une masse critique beaucoup plus importante de Noirs dans ces rencontres et qu'on change la polarité. Deuxièmement, vous avez parlé de science. Est-ce que vous saviez que le théorème de Thalès n'est pas de Thalès? C'est ce qu'on m'a appris en tout cas. Oui, mais et c'est la question de l'histoire, et c'est pour cela qu'il faut féliciter le Sénégal de vouloir réécrire l'histoire. Parce qu'il faut qu'on réécrive l'histoire, qu'on restitue à l'Afrique son apport dans cette civilisation mondiale. Vous voulez dire que notre histoire, c'est l'histoire des vainqueurs, l'histoire de ceux qui nous ont colonisés, qui ont déporté nos ancêtres ailleurs? Vous savez, la force de l'Afrique, c'est de ne pas dire les choses. C'est d'utiliser des paraboles. Tant que c'est le chasseur qui décrit ce qui se passe dans la forêt, il est clair que vous voyez les orientations. C'est le courage, c'est la bravoure. Il ne parlera plus de ces fuites, voilà. N'est-ce pas? Donc je crois qu'il est extrêmement important, si nous voulons développer un nouvel humanisme, qu'on dise la vérité, qu'on dise comment le monde s'est constitué, comment la science s'est développée, comment est-ce que par mutualisation successive, on en est arrivé là, mais que la source, et tout le monde est d'accord là-dessus, que ça provient d'Égypte. Et Cheikh Anta nous démontre que pour une bonne part, l'Égypte était noire. Et c'est pour cela que ce que Thuram dit est important, faire en sorte que dans l'imaginaire de nos jeunes, qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils croient au travail. Si les Africains croient en eux-mêmes, tout de suite, on a montré la carte qu'il a inversée. J'espère qu'il pourra commenter cela. Oui, tout à l'heure, et elle est prête d'ailleurs. Tout à l'heure, il le fera. Il est important qu'on... Vous savez, Einstein a inventé une théorie qu'on appelle la théorie de la relativité. Et cette théorie, elle est très, très puissante. Et vous verrez à partir de ce qu'il va montrer
que dès qu'on change un certain nombre de domaines, ce qui était au sud devient au nord, ce qui était au nord devient au sud, ce qui n'était pas central devient central, et c'est notre perception des choses. Donc, travaillons à cela, Oui. mais surtout, Oui. la grosse niche, Oui. c'est l'éducation. Et sur Thalès, finalement, c'est Sur- qui à la... C'est qui C'est un papyrus, il faut... Oui, Mamadou Ibra. oui, Oui. Je crois que sur cette question, oui. je reviens au débat sénégalo-sénégalais qui peut Oui. rectifier. Cheikh Anta a rectifié Senghor et Césaire. Vous savez, le fameux slogan « L'émotion est nègre, la raison est laide et la technique Ouais. ». Je pense qu'il le sait depuis Imhotep, parce que les pyramides, qu'est-ce qui a fait ça? C'est celui jusqu'à présent, mais c'était des nègres. Le débat, c'est que on est dans un contexte depuis le 15e siècle, quand l'Europe a commencé à conquérir le reste du monde, on a réussi à imposer ces points de vue. Mais ne vous en faites pas, il y a eu beaucoup de scientifiques, quand les pyramides, comme il a dit, en médecine, on sait très bien. On a les textes anciens sur ces questions-là. Je voudrais juste revenir à l'éthique que vous avez posée. L'éthique, c'est très important. C'est le rapport entre ce qu'on est, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut que ce soit cohérent. Le terme est grec. Et vous savez très bien que c'est très important également sur les questions philosophiques et les questions politiques. Cette éthique-là, c'est très important. Il sait très bien que la contribution que j'avais à faire, c'est quand on est sportif, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a le spectacle. Il y a un grand historien qui dit que aujourd'hui, dire ce que c'est que la civilisation universelle, c'est le football. Il dit que le football, tel qu'il se présente dans le monde, c'est ça qui montre notre civilisation aujourd'hui. Donc, lui, il est observé. Il y a des milliers et des milliers, vous le savez, qui regardent. Quel doit être le comportement d'un sportif? Je vois que c'est une question extrêmement importante. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut le féliciter d'avoir eu ce comportement. Et je termine. Il y a deux types de sport maintenant. Il y a le sport entre quatre murs ici, le sport sur le terrain, et c'est vrai que l'éthique qu'on doit avoir soi-même quand on fait le sport seul, et l'éthique quand on est regardé, il faudra qu'on y réfléchisse. Et je crois que ce débat-là, heureusement qu'on peut le poser. Au Sénégal, on a des problèmes. La lutte, la semaine dernière, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, mais je crois qu'on était très contents de voir le président Lamine Diack honoré, mais vous avez vu le spectacle. Qu'est-ce que ça a donné? En même temps, donc, ce type de débat, mais on en parla tout à l'heure, voilà, parce qu'il y a eu une dimension il faut qu'on de manque d'éthique aussi dans ce combat. Sportifs, on a parlé de dopage. Et il faut, comme il dit, oui. faire... Très Moi, bien. je suis là en tant que président d'une association qui s'occupe d'éducation des adultes. Très bien. L'association panafricaine. Très bien. Donc le sport doit nous aider Oui, à faire avancer des causes comme la cause panafricaine, oui, la très bien. solidarité humaine, mais si le sport et la musique et d'autres bien. arts ne nous aident pas, mais Très bon bien. Dieu, l'école à elle seule ne suffit pas. Merci Bouba. Omar Diop. Non, je voulais juste, pour la cause panafricaine dont il vient de parler, dans d'autres cercles, j'ai dit et montré que la seule organisation panafricaine et interafricaine qui ait réussi l'intégration entre les Africains, c'est la CAF. Il n'y en a aucune autre. S'il y en a une deuxième, depuis 1957, comme la montre la Confédération africaine de football, c'est la seule qui est réussie. La deuxième, à propos de Thalès, c'est en 5e année. J'étais à l'école polytechnique de Lausanne en 1974. Ça faisait 10 ans que je connaissais Cheikh Anta. Dans mon cours d'histoire des mathématiques, qu'on a appris qu'un historien grec, je parle sous le contrôle de Bouba, qui s'appelle Proclus le Diadoque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a dit que Thalès de Milet est allé apprendre la géométrie en Égypte. Ensuite, une troisième chose, par rapport, n'est-ce pas, à la valorisation du football et au travail extraordinaire qu'il effectue. C'est dans ce sens-là que je parlais tout à l'heure avec l'éthique, quand je citais l'exemple de Koulouna qui a choisi d'aller rejoindre le Frélimo, alors que rien ne l'y obligeait. Mais il faut d'abord réintroduire le sport à l'école. C'est la première garantie, n'est-ce pas, de lutte contre la fraude sur l'âge. Et ça, je le dis en tant qu'ancien sportif. Je ne suis pas footballeur. J'ai été champion du Sénégal cadet de handball en 63, avec une très grande personnalité ici. Nous étions dans la même équipe au lycée. Donc, introduire le sport à l'école. Ensuite, la dimension socio-économique du football. Le football en France, dans une étude de Ernst & Young en 2013, créait 25 000 emplois, plus que dans l'édition, plus que dans la fabrication des composants solaires, n'est-ce pas, et plus que dans le cinéma. Ici, j'ai entendu le président de la Ligue professionnelle dire que le football professionnel, la Ligue professionnelle qui a été lancée en 2009, avait créé à peu près 1500 emplois, peu ou prou. Par rapport maintenant au football sur le plan scientifique et technologique, il a été démontré, parce que les Américains ont démontré
qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. La feinte de corps, n'est-ce pas, c'est une manifestation d'intelligence corporelle. C'est un algorithme que le joueur conçoit en temps réel, qu'il exécute à une vitesse inouïe, où il embarque l'adversaire sur une fausse piste et change de direction. N'est-ce pas? Dernière valorisation, l'hommage que les physiciens en mécanique des fluides ont rendu à Roberto Carlos dans un match que Lilian a joué à Lyon. Le coup franc de Roberto Carlos à Lyon, le match nul 1-1. La balle qui allait sortir, quand Barthez croyait qu'elle allait sortir, le ramasseur de balles, n'est-ce pas, s'est baissé, la balle a dévié. Parce qu'en mécanique des fluides, il y a des tourbillons qui, au dernier moment, ont fait dévier la balle. Alors ça s'appelait l'effet Magnus, n'est-ce pas, Bernoulli. Depuis, ça s'appelle l'effet Carlos Magnus Bernoulli, n'est-ce pas, du professeur Christophe Clanet. Christophe Clanet est le directeur du laboratoire d'hydrodynamique de l'École polytechnique de Paris, à Palaiseau. Très bien. Alors, Lilian Thuram, on revient à vous. Souvent, les actes racistes sont dénoncés dans les stades. Le public qui imite le singe. Et souvent, systématiquement, c'est contre les joueurs noirs. Pourquoi pas l'inverse? Mais tout d'abord, ce qui est très intéressant, c'est expliquer pourquoi il y a le bruit du singe. Pourquoi les gens ne font pas le bruit du chat ou du chien. Parce que, encore une fois, historiquement, dans la hiérarchie selon la couleur de la peau, les personnes de couleur noire étaient considérées comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme blanc. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut donner de la compréhension au racisme. Et par exemple, moi qui comprenais ce qui se passait, mais je ne souffrais pas du racisme. Parce que pour moi, tout d'abord, je ne suis Vraiment, ni sur le terrain, ni dans les vestiaires. Mais non, parce que lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas un singe et que ceux qui ont un problème, c'est les gens qui font le bruit du singe. Et le discours est très simple. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Alors, vous êtes joueur de foot, vous avez de l'argent, vous êtes connu, et eux, ils essaient de vous dire qu'ils sont supérieurs à vous parce qu'ils sont blancs. Mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils ont un vrai problème. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre le mécanisme du racisme. Parce que comme ça, au moins, vous êtes vacciné et vous avancez dans la vie. Pourquoi, à chaque fois qu'on dit sale, c'est le nègre qui suit, sale nègre? Pourquoi pas le sale blanc, le sale jaune, le sale rouge, je ne sais pas quoi. Mais écoutez, encore une fois, ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des gens qu'on a mis en dehors d'une certaine humanité, dans une certaine infériorité. Mais encore une fois, vous devez travailler avec ces personnes-là qui peuvent recevoir ces messages pour leur dire, attendez, n'intégrez pas ce message. Moi, par exemple, j'ai 2 garçons, j'ai un discours très clair. Je dis à mes enfants, voilà, peut-être que dans votre vie, vous allez rencontrer des gens qui vont mettre en doute vos capacités intellectuelles. Sachez que les personnes de couleur noire n'ont jamais eu de problème. Ce sont les autres qui ont dit qu'ils avaient un problème. Et donc, ne finissez par croire que c'est vrai. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, lorsque, par exemple, il y a les bruits de singes sur un terrain de foot, c'est un peu déstabiliser les journalistes. C'est dire, voilà, écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous venez me poser la question à moi. Pourquoi vous n'allez pas poser la question aux autres qui ne subissent pas le racisme? Parce que c'est eux qui peuvent faire changer les choses. C'est pas à moi de quitter le terrain. Si les autres quittent le terrain, les choses vont avancer. Très bien. Alors, et donc, il faut inviter les gens à ne pas être dans une certaine victimisation et à comprendre les choses. Alors, professeur Sakho, Bouba Diop en a parlé tout à l'heure, Lamine Diack, un modèle, une référence très engagée dans la lutte contre le dopage à la tête de l'IAF, qui est parrain d'une manifestation que je nommerai pas, mais certains pensent qu'on était vraiment dans une situation de contradiction. C'était la contradiction en situation. Le parrain aux valeurs éthiques éprouvées et reconnues, mais les athlètes dans l'arène qui n'étaient pas forcément des modèles. La question du dopage, on en parle beaucoup dans l'arène de lutte au Sénégal, sur les terrains de football aussi, et les pistes d'athlétisme. Il faudrait avoir 2 lectures de cela. Sur l'athlétisme, je crois quand même qu'ils ont fait des tests et il y en a eu qui se sont révélés positifs et les sanctions sont tombées. Mais sur la lutte, je crois qu'il y a une grosse hypocrisie. Je n'ai pas encore vu, à ma connaissance, de test fait sur quelqu'un. Les gens se fondent sur l'apparence. Ils disent il a changé. C'est vrai, c'est possible. Mais ils n'ont qu'à
commencer les procédures, faire ce qu'il faut, confondre les athlètes. Contrôle antidopage. Contrôle antidopage. Au lieu de se limiter au constat. Au lieu de se limiter au constat en disant oui, c'est pas possible, il s'est dopé. Non. Il faut aller avec la vérité. Et la vérité, elle suppose des tests. Vous la faites, et puis on enclenche ce qu'il faut. Il y a un organisme antidopage au Sénégal qui est constitué de gens, d'hommes et de femmes que je connais d'ailleurs. Mais on ne fait absolument rien. Parce que derrière la lutte, il y a peut-être des enjeux qui dépassent beaucoup de choses. Mais ce dont on ne parle pas assez peut-être aussi, professeur, c'est la corruption. Là, c'est le dirigeant. C'est le dirigeant. Là, ça touche le dirigeant. Et vous savez, les comportements anormaux dans le sport, c'est en fait cela. Soit la normalité du dirigeant, soit la normalité du pratiquant. Le dirigeant, il y a des moments où lui aussi, c'est la victoire à tout prix, coûte que coûte. Il est capable de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est sur le statut du sport dont je parlais tout à l'heure. Ça dépasse seulement le cadre, le rectangle vert. Aujourd'hui, c'est une question, quelquefois même, de rayonnement d'État. Et les États sont prêts à tout. Certains États, en tout cas. De ce point de vue, il faudrait sanctionner. Et pour cela, je crois, et c'est là où il faut revenir peut-être à Kéba Mbaye un peu, si vous le permettez. Si vous permettez. Oui, et j'aimerais bien d'ailleurs vous faire réagir sur Kéba Mbaye. Il dit dans ce petit livre-là, en fait, sa leçon inaugurale, l'éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. Absolument, c'est la mesure de tout, pour résumer. C'est la mesure de tout. C'est au début. Et à la fin, comme aurait dit Senghor, au milieu et à la fin de toute activité, en tout cas sportive aujourd'hui. Et de ce point de vue, l'activité... Pas seulement sportive, même dans la gestion des affaires on parle de sport publiques, oui. On parle de sport actuellement. L'activité et les actes du président Kéba Mbaye, de ce point de vue, ont été très cohérents par rapport à cette question-là. Il a agi dans un premier temps pour permettre d'instaurer et d'installer une justice sportive, qui soit vraiment une justice sportive, spécifique au sport. C'est par le biais du tribunal arbitral du sport, avec tout ce qu'on lui a confié. Ensuite, deuxième activité qui a permis, parce que le TAS, ce qu'il réalise comme activité aujourd'hui, tourne beaucoup autour des questions de dopage. Il y a autre chose. Récemment, c'était clair par rapport à la CAF pour l'organisation des Jeux et tout cela. Mais le dopage, la Coupe du Monde 2022, on en a parlé aussi. Mais on n'a pas trop insisté là-dessus. Comme s'il y avait une sorte d'entente, d'omerta, pour qu'on n'en parle pas. Comme toutes les activités, je crois que dans le sport également, il y a des choses dont on ne parle pas ou qu'on n'a pas envie de dire. C'est pour ça que je parlais d'hypocrisie tout à l'heure. Autre chose qui a permis peut-être à Kéba Mbaye de marquer de son empreinte l'olympisme, c'est le fait qu'il ait réussi à faire en sorte que les règles d'éthique, on vient de dire que c'est des comportements individuels, puissent être pris en compte dans le corpus normatif du CIO. Parce que l'éthique, si vous ne respectez pas, qu'est-ce qu'on peut vous faire? Rien, on ne vous met pas en prison. C'est cela en réalité. Il a réussi à demander par le biais des instances du CIO et à un homme qui était également un homme d'envergure de sa trempe, il s'agit de Robert Badinter, et lui a demandé de rédiger... Qui a été lauréat de ce prix. Absolument, de ce prix il y a 2 ans, de rédiger les premières normes relatives à l'éthique dans l'olympisme. Très bien. Alors, oui, Bouba Diop, prenez le micro, vite fait. Je voudrais juste dire un mot sur... Juste un mot. La production du racisme et les cibles du racisme. La production du racisme, vous savez, moi j'ai vécu 6 ans en France, dans l'immigration à Paris. Il est arrivé un moment où même des forces dites progressistes ont été victimes de ça quand on théorise le seuil de tolérance. Si des Noirs sont ciblés, c'est parce qu'effectivement, à un certain moment, il y a des théories qui disent que si ça atteint une certaine proportion, ça devient gênant. Vous savez, tout le débat, je ne vais pas revenir sur la catastrophe. Même cette année, un grand entraîneur qui a dit que oui, les Africains, ceci, cela, donc, et tout le problème. Très bien. Donc, il y a ce seuil de tolérance, il faut éviter cela. Deuxième chose, c'est il a tout à fait raison. Qui a théorisé le racisme? Vous savez, Kruger, qui a théorisé l'apartheid, on s'est rendu compte qu'il est métis. Il s'en mêle les Juifs. Hitler. Comme Hitler. Donc, il parlait de race aryenne alors qu'il... Souvent, c'est des racistes, c'est des gens qui ont des problèmes. Il avait les signes contraires. C'est des médecins qui doivent les aider. Merci Bouba Diop. On va donner la parole à El Hadj Ibrahima Ndao. Juste un dernier mot de la part de la Fondation. Et Lilian va terminer avec sa fameuse carte que nous découvrons tout à l'heure. Mais Ibrahima, je cite le président Kéba Mbaye, toujours dans sa leçon inaugurale. Il dit... Alors debout, comme dit notre hymne, pour bâtir un Sénégal uni autour du travail, de l'éthique et de l'intérêt général, c'est un choix fondamental.
fondamental. On ne paraît plus ringard en le préconisant. Je le préconise. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes, et pourtant le père Kéba, avant de partir, nous avait avertis. Et d'autres tombent, je leur répondrai, selon le choix qu'ils auront eu à faire, suivant le cas, heureux, c'est bien, ou triste, mais tout de même rancunier. Après tout, vous l'avez voulu. Il n'est pas trop tard pour agir. Commentaire de ces propos. Ah, mais c'est pratiquement tout le travail auquel se livre la Fondation Kéba Mbaye, de perpétuer justement d'abord ces idéaux, ces valeurs, de faire en sorte qu'à travers l'éducation, surtout, parce que jusqu'ici, on l'a abordé, mais c'est l'éducation qui permet réellement de couper à la racine, n'est-ce pas? Donc tous ces mots dont on se plaît, de pouvoir renforcer le comportement éthique à travers toute la chaîne de l'éducation. Très bien. Et ça, c'est les caravanes de l'éthique, c'est le prix Kéba Mbaye de l'éthique, c'est vraiment un ensemble, n'est-ce pas, d'activités que la Fondation mène pour perpétuer justement à la fois la mémoire du juge et surtout vulgariser ces valeurs de comportement éthique que l'on souhaite donc partager à travers l'ensemble du pays. Vivement la prochaine lauréate. J'ai dit lauréate, hein, je n'ai pas dit lauréat. Oui, Oumar Dioum, vraiment 30 secondes. 30 secondes. Le temps est épuisé. Lilian Thuram est né le 1er janvier 72. Oui. L'Assemblée nationale française, à l'unanimité, le 1er juillet 72, a voté la première loi contre le racisme. Je m'en rappelle comme hier. Elle n'a jamais été appliquée. C'est pour ça que nous en sommes là encore aujourd'hui. Merci Oumar Dioum. Thuram, cette fameuse carte sur la centralité de l'Afrique, on l'aura en projection à l'écran. Dites-nous, voilà, c'est quoi cette carte? Tout d'abord... On sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout d'abord, il faut quand même savoir que les cartes qu'on a l'habitude de voir en règle générale ne respectent pas les superficies réelles de chaque pays. C'est-à-dire que les cartes qu'on a l'habitude de voir placent l'Europe au centre, placent l'Europe en haut, et l'Europe est agrandie. Et l'Amérique du Nord est agrandie aussi. Et donc on a l'impression, par exemple, que sur ces cartes-là, l'Amérique, les États-Unis et le Canada seraient beaucoup plus grandes que l'Afrique, alors que c'est faux. Et donc cette carte-là est une carte qui respecte les superficies réelles de chaque pays, et ça donne ces proportions-là. Et moi, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est partir de l'idée... c'est pas anodin de mettre un continent au centre. Par exemple, il y a des Australiens qui ont mis aujourd'hui l'Australie au centre pour changer de façon de percevoir le monde. Et donc, ce n'est jamais innocent. Il y a toute une idéologie derrière. Bien sûr, toujours. Et donc, je me suis dit, après une discussion que j'avais eue avec Monsieur le Président, si... on mettait l'Afrique au centre, je pense qu'il y aurait une autre perception des choses. Si on redonnait les réelles proportions de l'Afrique, il y aurait une autre approche. Et donc, monsieur le Président? Monsieur Macky Sall. Ah d'accord, le Président de la République. Voilà. Et donc j'ai ramené en cadeau à la Fondation Kéba Mbaye pour m'avoir donné ce prix-là. Je me suis dit, je vais ramener peut-être un cadeau. Oui. Et donc, j'ai ramené ce cadeau-là. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes, au départ, qui doutent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude de voir le monde comme ça. Très bien. Et donc, je leur explique, je leur dis, mais tout d'abord, vous savez que l'histoire qu'on raconte est une histoire parfois falsifiée. Je leur dis, bon voilà, dites-moi qui est Christophe Colomb. La personne me dit, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Et vous pensez aussi que c'est celui qui a découvert l'Amérique. Ouais. Et donc je leur dis, mais attendons, imaginons que nous sommes sur ce plateau de télévision, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui dit, j'ai découvert le plateau. Vous dites, mais non, on était déjà là. Mais Christophe Colomb, c'est exactement la même chose. Quand il arrive, il y a des Amérindiens. Mais pourtant, nous sommes en 2015 et on dit toujours qu'il a découvert l'Amérique. Donc je crois qu'il faut changer nos façons de percevoir l'histoire du monde. Et je pense que ce serait intéressant pour les personnes qui vivent sur la Terre, oui, qui sachent qu'effectivement, que l'Afrique, par exemple,
c'est un cinquième des terres émergées. Oui. Et donc, essayer de concevoir que le Nord et le Sud, ce sont avant tout des consensus. Ouais. On peut changer l'ordre des choses. Et avoir l'entêtement de Galilée, et pourtant il tourne. Voilà. On est au terme de cette émission, mais si vous avez un ami ou un parent sénégalais, votre dernier mot... Comment, excusez-moi? Vous avez un ami ou un parent sénégalais à qui vous voulez faire un petit coucou, en tout cas un dernier mot. Un dernier mot. Que vous nous laisserez, oui. Et c'est dire un grand merci aux Sénégalais et Sénégalaises parce que je suis toujours couvert d'amour quand je viens ici. Et comme je dis souvent, chaque fois que je suis à l'aéroport de Paris et je vais en direction du Sénégal, j'ai l'impression que je vais revoir de la famille. Donc c'est une très bonne chose. Merci Lilian Thuram. Alors là, je vous recommande ça. Je ne sais pas si la Fondation distribue, mais ça c'est important. L'éthique aujourd'hui, pour votre culture de l'esprit et surtout votre culture éthique. Et puis Lilian Thuram, Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama. Et il y a un autre ouvrage, toujours de Lilian Thuram, Manifeste pour l'égalité. Et enfin, Lilian Thuram, Notre histoire, Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, ils sont quoi dans l'affaire? Ils vous racontent? Disons, Sam Garcia est Oui. le dessinateur. Oui. Et Jean-Christophe Camus, nous avons travaillé ensemble pour raconter l'histoire. Très bien. C'est la première bande dessinée de Lilian Thuram, intégralité, inspirée de son essai « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama. Merci à vous d'être venu. Merci, professeur Sakho. Djeredjeuf à Diarama, Lilian Thuram. Et bon retour chez vous. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et merci à la Fondation Kéba Mbaye de nous avoir permis de faire ce débat. À très bientôt sur cette antenne. La 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 la